Avant de débuter mon intervention, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque auquel je suis vraiment ravie de participer. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai relu l'ouvrage de Joël Cornette en préparant cette intervention, que de manière classique aujourd'hui, je fonderai sur l'une de ces citations, ou plutôt dans mon cas, un chapitre, un passage du chapitre 6 qui s'intitule « Rendre vivant l'absent ». À vrai dire, j'ai trouvé au fil de mes lectures de multiples entrées possibles pour illustrer mon propos sur ces relations entre absence, présence et la manière dont les manuscrits et les atlas de cartes et plans illustrent ces prises de possession territoriales à distance. Ce qui m'a beaucoup intéressée en relisant l'ouvrage de Joël Cornette, c'est notamment toutes les lectures qui en avaient été faites des travaux de Frances Yates sur Astrée, mais également sur l'art de mémoire, et également des travaux fondateurs de Louis Marin qui sont contemporains. Mais c'est plus précisément sur la question de la production de recueils envisagés comme substitut à la présence physique du roi dans les provinces et des territoires conquis depuis le cabinet royal que je souhaiterais intervenir ce matin. Cette intervention, elle s'inscrit dans le cadre de recherche que je mène très souvent avec Isabelle Varmoz, qui est conservateur au Musée des Plans Reliefs, sur l'extraordinaire gisement d'atlas militaires manuscrits, ces livres de cartes et plans réalisés par des cartographes et des ingénieurs militaires, au sujet desquels nous avons publié un catalogue raisonné en 2017 des atlas conservés dans les fonds parisiens accompagnés d'une étude. C'est un corpus de plusieurs centaines d'ouvrages qui figurent des villes, des places fortes et des forts du royaume, conservés tant dans les bibliothèques publiques que dans de nombreuses collections privées, et qui illustrent littéralement une prise de possession territoriale à distance par le pouvoir royal. Il m'a donc semblé, dans le cadre de ce colloque, que l'atlas, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la forme atlas, qui est peu abordée dans l'ouvrage de Joël Cornette, peut apporter un éclairage précieux sur des pratiques qui sont tour à tour documentaires, matérielles et politiques, qui ont visé à inscrire le roi de guerre in absentia dans le territoire. L'ambition est ainsi de réintroduire dans les débats un corpus d'images qui ont été pensées et ordonnées pour servir les ambitions d'une politique étatique centralisée à travers la mise en scène de ces éléments tout à la fois centraux et périphériques que sont les places fortes du royaume au XVIIe siècle. Mon intervention aujourd'hui sera structurée en 3 parties. La première porte sur la période 1620-1640. J'y illustrerai les principales caractéristiques de l'atlas factice ou composite, c'est-à-dire mêlant plans, manuscrits et gravures, atlas que Brusen de la Martinière nomme le bel atlas. Il s'agira ici de présenter 2 grandes séries royales et princières d'atlas faits de beaux morceaux, comme on disait alors, qui livrent le portrait d'un royaume ordonné et conquis. Dans la seconde partie, j'aborderai la question de l'art de mémoire comme un outil mémnonique de structuration du territoire à travers un exemple d'atlas d'espionnage réalisé pour Richelieu. Enfin, dans la troisième partie, j'aborderai la question de la représentation cartographique comme outil de contrôle du territoire conquis. Le cadre chronologique de cette intervention glisse, alors je le dis un peu artificiellement certainement, mais c'est aussi l'enjeu de toute démonstration, des années 1620 aux années 1690, couvrant le large XVIIe siècle. C'est malgré tout un cadre chronologique pertinent parce qu'il correspond exactement au pic de production d'atlas militaires de l'époque moderne qui sont souvent produits à la suite de campagnes militaires. Ce qui m'intéresse dans cette première partie est d'énoncer l'hypothèse que la production des atlas a soutenu, au même titre que l'architecture notamment, l'entreprise de construction dynastique du pays des Bourbons. Je m'appuierai pour étayer cette démonstration sur les 2 premières grandes séries d'atlas royaux et princiers français de la première moitié du XVIIe siècle.
la collection de Gaston d'Orléans, conservée à la Bibliothèque nationale, et la collection dite de Louis XIII, encore largement inédite, conservée au service historique de la Défense. Bon, alors, là, vous verrez que c'est un subterfuge, parce que comme je n'ai pas vu les volumes ensemble, j'ai copié les 3 volumes 4 fois pour donner vraiment l'illusion, voilà, on est déjà dans l'illusion, que c'était une série complète. Ces 2 collections illustrent, à mon sens, des tentatives précoces et monumentales d'armaturer le royaume dans les décennies 1620-1640, en mettant en scène l'ensemble de ces places fortes sous tutelle royale. C'est également le corpus le plus important de cette période, qui livre un regard large sur le monde et plus particulièrement sur l'état des forces de la France pendant la première moitié du XVIIe siècle. Les 2 collections représentent au total 20 volumes comptabilisant 3164 planches de plans de places fortes françaises et européennes, manuscrites et imprimées. Ce qui m'a particulièrement frappé dans ces 2 collections est en premier lieu les processus d'ordonnancement ou d'organisation qui permettent de faire circuler le regard par des variations et des emboîtements d'échelle de manière systématique et coordonnée. Chacun de ces atlas débute par des cartes de France, suivies par des cartes de province, suivies par des vues horizontales, des portraits de villes et enfin des focus resserrés sur les villes et les enceintes. Une manière de concevoir l'information géographique, en définitive encore très proche de la vision mercatorienne du mage Atlas, qui, surplombant la Terre au-dessus du globe, circule et évolue librement pour pointer, un bref instant et de manière ciblée, une province, un lieu, une place forte, un événement qui lui sert à nourrir un discours politique, militaire et territorial. En d'autres termes, ces 2 grandes séries du règne de Louis XIII illustrent comment un procédé quasi cinématographique, c'est ce que dit Jean Bouthier, folioscopique également, par changement d'échelle permanent, participe d'une volonté large de donner à voir le royaume. Dans ce royaume, 2 bastions le soudent. Le premier est militaire. Tout le pays est couvert de lieux militaires contrôlés ou devant l'être. Alors ça sont les planches de ces 2 atlas. Montpellier, sa citadelle, Orange, Revel, Montauban, La Rochelle, les voies fluviales le long desquelles étaient placées les places de sûreté protestantes. Le second bastion est religieux. Toutes les villes qui présentent un fort pouvoir religieux, le Puy-en-Velay, Avignon, Bourges, la Sainte-Chapelle, Cluny, on le voit ici, sont présentés grâce à l'insertion dans les 2 collections de planches manuscrites, dont les planches d'Étienne Martelange, architecte préfactor de la Compagnie de Jésus, qui avait effectué dans les années 1620 des visites de tous les sites et de tous les ensembles appartenant à la Compagnie de Jésus. Des plans qui sont issus du fonds du noviciat de Paris. La mise en valeur de ce que j'appellerais ce skyline religieux de la France réaffirme ainsi le pouvoir de la monarchie très chrétienne. Enfin, la place de Paris est également omniprésente, illustrée par des vues et des gravures des grands chantiers d'Henri IV, Hôtel de Nevers, Collège Royal, Hôpital Saint-Louis, Place Dauphine, Château de Saint-Germain-en-Laye, et surtout le projet de Nicolas de Chastillon de la Porte et de la Place de France qui délocalise et rend visibles les provinces du royaume dans Paris. Ce point me semble important à souligner car il participe d'une volonté de s'inscrire dans une histoire longue mais sélective de la monarchie qui s'exprime essentiellement par la monumentalité de grands chantiers royaux. Il ne s'agit pas uniquement de représenter un territoire cartographié et défendu, mais également un territoire marqué du sceau symbolique et emblématique de l'architecture des rois très chrétiens de Gaulle et de Navarre. En second lieu, ce qui m'a également frappé est la persistance de la narrativité et de la textualité dans ces 2 séries d'atlas, leur discours étant finalement très proche de l'architecture parlante des dernières décennies du XVIe siècle et du règne de Henri IV. Une architecture saturée d'explications, de dédicaces, d'épigraphes et de tables.
Ce besoin de légitimer la construction du territoire par l'écrit, qu'elle soit architecturale ou spatiale, textualise la fonction programmatique et propagandiste de l'architecture. Les exemples abondent dans les deux collections, notamment dans les cartes et plans gravés par Melchior Tavernier. Accompagnés de dédicaces, de dessins allégoriques, d'armes, chacun des plans développe une histoire parallèle qui constitue une clé d'entrée autonome de légitimation du pouvoir. Elle se décompose en un schème géographique proportionné grâce au recours de la trilogie ville-capitale, province et ville forte, coordonnée à partir du point central qu'est Paris, auquel se superpose un schème narratif et descriptif. Une construction géographique au sein de laquelle l'abstraction limitée favorise la superposition des lectures, qu'elles soient spatiales, visuelles ou textuelles. Ces entreprises répondant ici parfaitement à la définition de ce qui a été nommé les atlas porte-manteaux, c'est-à-dire des ouvrages montés sur, où les plans montés sur onglet pouvaient s'organiser, se réorganiser, être supprimés ou abondés, ce qui permettait à chacun de construire, à chaque collectionneur de construire sa propre histoire et sa propre narration du territoire. Deuxième point, je poursuivrai la réflexion cette fois-ci sur les pratiques documentaires liées aux atlas en présentant un atlas d'espionnage ou plus justement un atlas de renseignement réalisé à la fin des années 1640, ou du moins assemblé à la fin des années 1640. Ma proposition est ici qu'il serait fructueux de revoir les pratiques cartographiques d'espionnage du grand siècle à la lumière des modèles culturels et notamment de l'influence de la rhétorique afin de mieux les comprendre. Cette proposition se fonde d'une part sur le contexte d'information manuscrits et imprimés qui, comme a pu le souligner Anne Blair dans un ouvrage exceptionnel qui s'appelle Too Much to Know sur Managing Scholarly Information dans l'Europe moderne, qui explique combien, déjà au XVIIe siècle, le trop-plein de documents et la profusion de documents tant gravés que manuscrits obligeait à hiérarchiser, organiser et schématiser les connaissances. Blair met notamment en valeur la façon dont cette surabondance de documents et d'informations engage progressivement la création de ce qu'elle appelle une culture moyenne, c'est-à-dire un socle commun de références et d'images partagé par le public lettré du grand siècle, proposant un nombre limité d'options graphiques ou stylistiques. Cette proposition se fonde d'autre part sur des opérations de mise en séquence et d'ordonnancement des plans des atlas qui créent des parcours et des cheminements. L'atlas, à ce titre, participe ainsi directement d'une tradition de l'art de mémoire, telle que Frances Yates et Lina Bolzoni ont pu la définir, c'est-à-dire des procédés qui permettent de fixer et de mémoriser un parcours précis de lieux dans chacun desquels on placera une image qui, grâce au jeu des associations, sera reliée aux choses dont il faut se souvenir. Ici, j'illustrerai cette culture de la prise de possession territoriale par l'image et par le parcours grâce à un recueil d'espionnage composite, plans gravés et manuscrits, réalisé dans les années 1620-1640, aujourd'hui conservé dans une collection privée qui présente 57 cartes et plans de places tenues par les Habsbourg en Espagne, en France et en Italie. Composé de plans et de cartes réalisé par différents ingénieurs militaires, il est introduit par le mémoire d'un agent français qui décrit les moyens de se rendre maître des villes les plus importantes. Cet ouvrage, connu sous le nom d'Atlas de Richelieu, auquel il avait été dédié par Salomon de Caux, dont on voit ici la signature, est mentionné en 1649 dans la collection de la bibliothèque de Mazarin par Gabriel Naudet. Ce qui m'a intéressé dans cet atlas est le décalage entre la volonté d'information de l'agent du roi et les plans qui l'accompagnent. Incapable de trouver des plans actualisés des places fortes, l'agent va librement puiser dans les ramas de plans d'ingénieurs qui circulent alors ou qui sont conservés. Pour combler ces manques, il intègre des plans de substitution de toutes sortes, de toutes dimensions, papier, vélin, parchemin, parfois vieux de plusieurs décennies, parfois inachevés, qui conduisent à créer ce que j'ai appelé un ouvrage dont l'actualité des plans est plus que douteuse et même dangereuse en cas d'utilisation.
Il rajoute des légendes, puis en fonction de leur format, les redécoupe, les plie, les monte sur onglet. Les cartes ne tiennent absolument pas compte des derniers traités, comme celle de la carte de l'Italie qui ne rend pas compte du libre accès de la Valteline du traité de Cherasco en 1931. La carte de l'île d'Elbe est un plan sur parchemin réalisé par un pilote du roi Jean Olivier quelques décennies plus tôt. Quant au plan de la Valette que vous voyez ici, c'est le projet de Bartolomeo Genga qui date du début du XVIe siècle, donc plus d'un siècle plus tôt. Cette dissonance entre texte et image m'a semblé très intéressante parce qu'elle permet d'esquisser une hypothèse. Posséder des cartes et plans actualisés n'est pas toujours indispensable au roi et au ministre. L'adjonction de plans vieillis ou obsolètes peut correspondre ici à une volonté de mettre en image, même adéquate, chacun des lieux étudiés comme une manière de marquer, de faire voir et de fournir à Richelieu une suite visuelle de lieux dont il connaissait déjà la position géographique. Sans adjonction de plan, l'argumentation textuelle de l'agent était incomplète car il lui manquait l'image qui fonctionnait comme une formule pour mémoriser le lieu et le texte. Dans le cas de la première moitié du XVIIe siècle, où l'acquisition de savoir se fondait encore largement sur la mémorisation et sur la répétition, les maximes de traités militaires en sont par exemple un cas éclairant. Ce rapport image-texte dans les atlas permet de les concevoir, non pas comme des constructions géographiques, mais comme des instruments mémnotechniques du pouvoir, qui ne visent pas à donner des informations militaires actualisées, mais qui visent à permettre de mémoriser chacun des lieux d'un parcours. Cette hypothèse permet notamment de reconsidérer les ouvrages des bibliothèques royales et princières en fonction non pas du sujet des plans, mais de leur mise en séquence géographique, comme une manière de conquérir ces places matérialisées selon des parcours de campagne. Troisième point et dernier, je glisse chronologiquement, et dans cette partie, je souhaiterais resserrer mon propos sur les effets de sens que procure la standardisation et la réduction des échelles cartographiques dans les atlas. J'ai effectué cette lecture avec en fond de carte deux études importantes. La première est celle publiée par Henri Lefebvre en 1974, La production de l'espace, qui, bien que déjà très ancien, offre toujours de riches perspectives. Henri Lefebvre y postule notamment que chaque culture offre à l'histoire des formes d'espaces distincts qui, chacune à sa manière, cristallisent des relations sociales, politiques et figuratives qui lui sont propres et uniques. M'inspirant de ce postulat, je tenterai de démontrer comment la cartographie des villes fortes, bastionnées sous tutelle royale, peut être considérée comme une prise de possession territoriale servant les ambitions de l'État monarchique. Ma seconde source d'inspiration a été l'étude de Geneviève Warwick sur l'instrumentalisation de la place Navone par le pouvoir papal, étude publiée en 2013 dans un ouvrage intitulé Ritual Form and Urban Space in Early Modern Rome. Warwick y démontre de manière très efficace comment le pouvoir papal, s'emparant d'un espace communal civique qu'est la place Navone, le transforme progressivement en un lieu de mise en scène politique au service de la papauté. Il m'a semblé que cette analyse pouvait être transposée à la mécanique de réinvention de l'espace à des fins politiques dans les atlas militaires de la seconde moitié du XVIIe siècle. L'évolution cartographique qui fait progressivement passer au cours du règne de Louis XIV de cartes à l'échelle chorographique à une planographie urbaine sous la forme d'atlas de plans de ville à l'échelle de 300 toises autour des places permet le développement inédit d'une vision nationale. Dans cette vision centrée autour de la valorisation de places fortes dont les abords, ce dont Pierre-Jean parlait, les dehors de la place sont annexés par l'administration militaire royale, c'est la mise en place d'un pays dont l'armature se dessine par ces réseaux de villes et non plus de provinces. C'est en quelque sorte une montée en puissance de villes militaires sous tutelle royale au détriment de territoires administratifs en millefeuille, dont la représentation devient progressivement l'apanage des ingénieurs géographes et de la cartographie civile. À partir des années 1650, et le travail de Mireille Pastoureau sur les atlas imprimés
l'a bien démontré, que ce soit dans les atlas manuscrits ou imprimés, le plan de ville prend le pas sur celui du territoire. Et c'est de la mise en place de cette nouvelle table à jouer qui est le résultat d'une politique intensive de construction et de modernisation des fortifications engagées au lendemain de la guerre de Hollande. Le troisième quart du XVIIe siècle marque ainsi la naissance d'une forme de ville reconnaissable dans les cartes et plans par la géométrie de ces ouvrages défensifs qui s'élargissent, mordant largement et même jusqu'à 2 lieues à la fin du XVIIIe siècle sur la campagne. Ce n'est donc plus l'aplomb des murs qui signale la ville, mais le dessin de ces avancées, ces dehors géométriques qui s'étendent parfois si profusément autour des enceintes que dans certaines villes, comme à Wesel, elles occupent un terrain 8 fois supérieur à celui des terrains intramuros. L'enceinte bastonnée, formant couronne littéralement autour de la ville, labellise en quelque sorte la ville forte et la singularise aussi. Cette cartographie géométrisée des villes fortes devient alors un instrument fondamental pour l'État monarchique qui, outre la prise de possession physique de ces territoires, va les utiliser pour se réapproprier symboliquement la propriété de ville qui lui avait un temps échappé. Et je rejoins ici Pierre-Jean dans sa discussion sur la bonne ville qui cherche encore à vivre et la manière dont les fortifications et les réseaux de fortifications vont finalement corseter ces villes. Les vues et portraits de villes fréquents jusque dans les années 1660 disparaissent progressivement durant la seconde moitié du siècle dans les atlas. Et les grandes séries d'atlas rendent parfaitement compte de cette nouvelle manière de représenter les villes fortes qui se dessine selon une sorte d'abstraction qui transforme les atlas militaires en des suites de plans urbains à même échelle, de même format, où la ville se signale dorénavant principalement par sa forme géométrique. Les cartes chorographiques ne sont plus incluses, les îlots à l'intérieur des villes disparaissent souvent, la textualité est réduite à la toponymie des ouvrages, de bastions et de portes auxquels le roi donne des noms. L'inscription horizontale des différents pouvoirs, que ce soit les clochers, que ce soit les communautés religieuses qui apparaissaient dans les vues de ville ne sont plus visibles et la standardisation de l'échelle unifie l'ensemble de ces ouvrages. C'est tout à fait lisible dans la grande série des atlas de Louis XIV conservés à la BNF. La forme géométrique de la fortification bastonnée est importante à souligner. Ça, c'est l'exemple aussi d'un autre atlas d'exercice géométrique de place régulière vers 1630. Elle permet en quelque sorte de faire de la place forte un motif ornemental, une forme géométrique qui peut être répétée et surtout qui peut être externalisée et utilisée dans des productions très diverses. Les bordures de cartes géographiques, comme le montre bien la production du géographe Nicolas Defer à la Sphère royale, qui se spécialise dans ces bordures géométriques montrant non plus des profils comme la période précédente, mais cette fois-ci des plans géométriques. On le voit aussi dans des entreprises comme la Sphère céleste du polygraphe Jacques Robe, qui finalement remplace les signes astrologiques par une couronne de places conquises. C'est un exemple assez intéressant parce qu'il va même plus loin, puisqu'il ordonne ces places fortes en fonction des victoires et des récits en siège menés. Et c'est le même principe que l'on retrouve plus tardivement dans le grand ouvrage de Pierre Lemot de la Jaïs, la carte générale de la monarchie et du militaire de France ancien et moderne, où chaque ville est représentée en plan, accompagnée d'un court texte symbolisé par la forme de ces bastions. Et l'ensemble de cet atlas, qui était une fois découpé et ordonné, prenait la dimension d'un drapeau d'ordonnance. Donc on a vraiment une grande logique. Donc le tournant que prend la forme atlas dans ces grandes collections militaires, royales ou princières, mais également dans tous ces cadeaux et ces présents d'atlas dédicatoires, semble pouvoir
illustrer la manière dont le roi de guerre a pris possession du territoire depuis son cabinet et montre son territoire aux délégations étrangères et aux princes depuis son cabinet. Nous avons vu de premières tentatives foisonnantes, mobiles et bavardes de construction territoriale dynastique au début du siècle, mais elles ne permettaient que peu d'activer la mémoire des lieux et leur mise en séquence par la profusion d'informations et d'échelles qu'elles contenaient. La normalisation des codes, des formats et des échelles qui sont mises en place à partir des années 1670 par Vauban, hein, dans son texte sur les dessineurs, mais aussi par ses successeurs, permet de mettre au point une nouvelle typologie d'atlas dont l'efficacité repose sur la mise en séquence de villes identifiables par leur forme géométrique, par la forme géométrique de leurs ouvrages. Évitant la mémorisation d'éléments complexes tels que la topographie, ce système permet de mettre en place un schéma visuel géométrisé et simplifié. L'atlas s'impose ainsi comme une forme de substitut de l'absence du monarque sur le terrain, tout autant qu'il délocalise dans le cabinet une prise de possession du territoire qui était assez peu visible. Donc s'il me reste 2 minutes, je pense, hein, oui c'est bon, je finirai par un épilogue. La relecture du roi de guerre m'a permis finalement de réfléchir à la manière dont le renouvellement des approches ces 30 dernières années pourrait permettre finalement de poursuivre ces travaux fondateurs de Joël Cornette. Je pense notamment à ce renouveau de l'histoire matérielle, hein, la fabrique des livres, comme le mentionnait plus tôt Joël Cornette, qui permet de prendre en compte dans l'étude de cette mise en image du roi, toutes les opérations matérielles et notamment toutes les opérations préliminaires matérielles qui président à la réalisation de ces recueils et de ces mémoires. Hein. Je pense notamment à l'exemple, encore une fois, conservé au SHD, qui est absolument extraordinaire, qui est le recueil préliminaire des conquêtes du roi de Sébastien de Beaulieu, qui montre, hein, coller, copier, découper, plier, comment Sébastien de Beaulieu a construit à la fois son image et les portraits gravés qu'il a insérés, comment il a mis ses bordures. Alors, ça a été étudié par Antoine Deroux il y a une vingtaine d'années, mais jamais non plus approfondi. Je pense également au fond totalement extraordinaire des Gobelins et de Van der Meulen et des dessins des suiveurs des armées. Alors, Van der Meulen, hein, mais les Martins également, hein, qui font l'objet d'un beau sujet de thèse actuellement. Donc, histoire matérielle, ce qu'on a pu appeler l'ordre matériel des savoirs et qui sont les renouvellements apportés notamment par Françoise Vaquet ces dernières années, où je pense aussi à Ralph de Koninck, sur la circulation des images et la manière dont les images, les effets que la circulation de l'œil et que l'organisation des images entre elles permet de créer, qui sont absolument passionnantes pour étudier d'une autre manière justement ces recueils. Je mentionnerai ensuite, hein, ce qu'on a appelé le spatial turn ou le tournant spatial, qui a marqué un profond renouveau issu, hein, des champs disciplinaires de la géographie, mais qui depuis s'est beaucoup ouvert sur la manière d'envisager l'espace comme une approche de pouvoir. Et je pense dans ces questions-là, la question du centre et de la périphérie qui a été beaucoup traitée dans les années... je pense évidemment à Carlo Ginzburg et Enrico Castelnuovo, mais ce qu'on a fait depuis, je pense que dans cette question du roi de guerre se pose aussi la question de la délocalisation des provinces à Paris. La place de France, ça c'est vraiment totalement spécial, totalement exceptionnel, mais par les atlas, par les recueils, et inversement la place de la périphérie et la manière dont ces villes frontières ont aussi eu une place exceptionnelle. Donc voilà, ce sont les quelques pistes de recherche. Alors c'est ce que je disais à Joël Cornette en début de matinée, c'est que j'ai organisé une séance de mon séminaire à l'EPHE sur
sur relecture du roi de guerre. Et j'ai demandé à mes étudiants d'iconographier le roi de guerre. Donc je n'ai pas encore tous les résultats, mais je les transmettrai parce qu'en tout cas c'est un exercice qui les a beaucoup stimulés de lire un livre d'histoire et de voir comment ils allaient pouvoir y intégrer des images et leur propre vision. Je vous remercie.